Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, bienvenue pour cette conférence. Donc, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre des biothémas web. Donc, les biothémas, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture biologique et ses pratiques qui est co-organisé par le pôle Biomassif Central et l'ITAB. Et donc, les biothémas web, c'est plutôt le pôle Biomassif Central qui est à la manœuvre. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, du coup, comme vous en avez l'habitude maintenant avec les webinaires, je vais vous demander pour l'instant de couper vos micros et vos caméras. Par contre, vous pouvez poser vos questions sur le chat donc, qui s'appelle Conversation sur Teams tout au long du webinaire et on pourra avoir un temps de discussion après la présentation. Pour information, le webinaire est enregistré, donc ça permettra aux absents ou également à vous de voir ou revoir l'intervention plus tard. Et donc, en cas de problème technique, n'hésitez pas à me faire un petit message dans la conversation ou par mail, donc sur le mail avec lequel vous avez reçu le lien de connexion. Donc pour revenir sur les biothémas, donc comme je vous le disais, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture biologique. Donc les biothémas en tant que tels ont lieu en présentiel au sommet de l'élevage. Ils sont disponibles en replay, donc vous pouvez les retrouver sur le site du pôle bio. Et donc depuis 2 ans, on organise aussi les biothémas web en distanciel et un petit peu après le sommet de l'élevage, ce qui nous permet, comme aujourd'hui, d'aborder d'autres filières de production que l'élevage qui intéressent plus les acteurs présents au sommet. Donc le pôle Biomassif Central, on est une association reconnue d'intérêt général qui œuvre au développement de l'agriculture biologique sur la zone du Massif Central. Et donc ces conférences sont financées dans le cadre du projet Biotransfert grâce à la convention Massif Central. Ce sont des temps pour échanger avec vous sur des résultats intéressants pour la bio, qui permettent d'approfondir certains sujets et qui sont ouverts à tous. Et donc aujourd'hui, on sort du Massif Central et de nos conférences plus habituelles sur l'élevage pour parler du maraîchage bio et d'un projet qui a été fait peut-être principalement en Bretagne, mais j'en suis pas sûre, les filles vous le diront après. Donc, et notamment sur comment travailler mieux avec des sols fertiles en maraîchage bio, voilà, dans le cadre du projet Persiste. Et donc, vont intervenir aujourd'hui Clémentine Fayolle de la FRAP Bretagne et Andrea Adamco du GRAB, et un projet sur lequel elles ont travaillé avec Kevin Morel de l'INRAE qui s'excuse pour aujourd'hui. Donc voilà, je laisse la parole à Clémentine et Andrea. Ton micro n'est pas ouvert, Clémentine. Est-ce que le partage fonctionne toujours? Oui, le partage et le micro, c'est tout bon. D'accord. Bonjour à tous. Du coup, vous excuserez si je m'interromps, j'ai un gros rhume, donc je suis amenée à boire de l'eau assez régulièrement. Du coup, je suis Clémentine Fayolle, coordinatrice du projet Persiste Maraîchage au sein de la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne. Persiste, c'est donc un projet d'expérimentation de systèmes de culture en maraîchage bio qui a été conduit en partenariat avec l'INRAE et le GRAB, avec la station Awen Bio de Morlaix, et les GAB de Bretagne et de Loire-Atlantique au cours de ces 6 dernières années. C'est un projet Défi XP financé par Ecophyto. Persist a donc émergé en 2019 suite à des questionnements des agriculteurs bio du réseau quant à la pérennité de leur système de culture. Puisqu'en maraîchage diversifié biologique, il y a une utilisation relativement intensive des sols, avec beaucoup d'interventions de travail du sol pour gérer mécaniquement les adventices et des interventions régulières pour garantir la fertilité du sol. Donc on est vraiment sur des interventions de travail du sol très poussées et des apports organiques assez réguliers qui entraînent une charge et une pénibilité du travail accrue et qui risquent d'impacter la fertilité du sol sur le long terme, donc à plus forte raison sous abri d'ailleurs. Et ça conduit également à une dépendance aux intrants extérieurs.
Donc les intrants de fertilisation, mais aussi les intrants de protection des plantes, même si en agriculture bio, on n'a pas le droit d'utiliser des substances de synthèse. Pour essayer de répondre à cet enjeu, on a donc créé l'expérimentation Persiste Maraîchage, qui vise à co-construire et expérimenter des systèmes de culture pour améliorer la pérennité des fermes maraîchères bio, autour de 3 axes principaux. Donc améliorer la fertilité du sol, maîtriser la pénibilité physique et mentale du travail et favoriser l'autonomie en intrants. Donc, comme je le disais, c'est aussi bien les intrants de fertilisation que les intrants de protection des plantes. Pour ce faire, on a créé un réseau d'expérimentation que je vous présenterai par la suite. Et on a suivi diverses mesures sur le sol avec les indicateurs de fertilité physique, chimique et biologique. Du suivi sur les cultures avec les rendements commercialisables, des questions sur la qualité, les pressions des bioagresseurs et un suivi socio-économique. Je vais laisser Andrea vous parler plus précisément de la première modalité expérimentale qui est un essai en station expérimentale à Awenbio. Merci Clémentine. Donc, sur la station expérimentale d'Avenbio, on a construit avec les producteurs 2 systèmes innovants avec en comparaison d'un système référence sur 5 légumes, donc carottes, choux, pommes de terre, courges et oignons. Les 2 systèmes innovants sont nommés système A, apport vert, et système 2, non-travail du sol. Et le système de référence, ça représente les pratiques de légumiers en commercialisation circuit court dans le coin. Donc, nous avons pratiqué des labours et l'apport de fumier bovin systématiquement après chaque sortie d'hiver et avant chaque culture. Dans le système nommé apport vert, le travail du sol était réduit, donc il n'y avait aucune utilisation des outils animés, seulement les outils non animés et sur une surface, sur une profondeur très limitée. Dans ce système, on a cherché l'autonomie en fertilisant, donc on n'utilisait que des herbes, que des végétaux pour fertiliser. Et le non-travail du sol, c'était vraiment strictement non-travail du sol, donc 0 travail du sol pour favoriser l'activité biologique du sol et également maîtriser les adventices. Donc, il y avait un apport massif de compost de déchets verts aux premières années en raison de 250 tonnes à hectare et de fumier bovin en 70 unités. Première année, puis plus rien, à part des mulches. Les itinéraires techniques étaient co-construits avec les producteurs pour chaque système. Et chaque année, après la présentation des résultats de l'année, étaient retravaillés et ajustés. Je te redonne la parole, Clémentine. Et du coup, en parallèle de cet essai à la station expérimentale Awenbio, il y avait un réseau de 10 fermes de maraîchers du réseau qui installaient des essais chez eux, donc des maraîchers de Bretagne, de Vendée et de Loire-Atlantique. Le but là, c'était vraiment d'avoir une condition expérimentale qui était complémentaire à la station pour évaluer vraiment l'impact de l'introduction de leviers de gestion de la fertilité du sol sur les conditions de travail en situation réelle. Et on avait donc des fermes dans des contextes pédoclimatiques divers et variés avec des textures du sol différentes, des situations sur le pH différentes, des teneurs en matière organique différentes, et puis aussi en termes socio-économiques, des surfaces et des UTH différents. Donc, au niveau de ces essais sur les fermes, les maraîchers suivaient les 3 objectifs principaux du projet, donc améliorer la fertilité du sol, maîtriser la pénibilité du travail et tendre vers l'autonomie en intrants, mais ils avaient aussi des objectifs qui leur étaient propres.
Donc, on voit ce qui revient le plus souvent, c'est les questions d'organisation du travail. Donc certains voulaient se dégager plus, de vacances, voulaient éviter d'avoir des pics de travail au cours de l'année. Ce qui revient aussi, c'est l'autonomie en fertilisant. Donc il y avait beaucoup de maraîchers qui souhaitaient, s'affranchir, des engrais organiques du commerce. Donc voilà, chaque, essai sur ferme avait, ses sous-objectifs en plus, des objectifs globaux du projet. Et pour, atteindre ces objectifs, il y a, une multitude de pratiques, qui ont été mises en place sur, différentes, modalités. Sur les leviers de gestion de la fertilité du sol, on avait tout ce qui était apport de biomasse végétale en verte, donc que ce soit du foin, de l'herbe, de l'ensilage d'herbe ou de l'enrubanage de luzerne. Il y avait aussi des essais, en apport carboné massif, avec, du bois raméal fragmenté, du compost de déchets verts ou de la paille. Et il y avait des essais avec d'autres sources de fertilisants, donc les fertilisants animaux avec les fumiers ou les engrais organiques du commerce. Il y avait des leviers d'allongement des rotations et d'intensification des couverts, qui visaient en grande partie à limiter la pression, adventiste. Donc avec une maximisation des engrais verts, l'utilisation de couverts, très diversifiés, l'intégration de prairies dans les rotations ou de luzernières, dans le cas où les luzernières seraient utilisées pour fertiliser les légumes, par exemple. Et il y avait aussi des techniques, de plantation, dans les couverts. Et enfin, sur les leviers de travail du sol, on avait le travail, du sol classique, donc typiquement un labour, suivi de diverses, opérations de préparation du lit de semences. Un travail du sol limité avec des planches permanentes ou semi-permanentes et des systèmes en travail du sol très limités, voire sans travail, du sol, du tout. On va revenir du coup avec Andrea sur, les résultats choisis sur, les 2 principaux systèmes de culture qui ont été testés, en station et sur les fermes. Je redonne la Oui, parole à Andrea. merci. Nous avons choisi de présenter les résultats sur la fertilité, le temps de travail et le rendement dans cet ordre-là. Donc sur le système où il y avait 0 travail du sol, qu'on peut appeler aussi sol très limité pour qu'on coïncide avec la même appellation chez les producteurs, les indicateurs sont favorablement évalués au niveau du sol. La stabilité structurelle est augmentée, la matière organique et biomasse microbienne également augmentée, autant les éléments minéraux également. Donc la prochaine diapo. Et on n'a pas constaté la différence significative sur le temps de travail, mais de répartition de travail. Donc évidemment, il y avait moins de temps passé sur la préparation du sol, mais beaucoup plus de temps pour le désherbage manuel et également sur apporter des apports carbonés, donc le paille, le compost, le kombucha. Malgré ces bons résultats sur la fertilité du sol, les indicateurs de fertilité du sol, comme on a vu, sont tous augmentés, sont tous optimales, on pourrait dire. Les résultats techniques sont inférieurs. Au niveau des rendements, ça ne se traduit pas pour différentes raisons. Par exemple, sur le chou et les pommes de terre, nous avons un échec total sur la culture lié aux itinéraires techniques qui n'étaient pas adaptés à ces cultures-là, à ces 2 cultures. Par exemple, le chou, il était planté dans une couvert couchée qui arrivait, qu'on a couché en juin, quand les réserves de l'eau du sol étaient déjà épuisées par le couvert végétal et la plantation dedans n'était pas idéale et la culture ne développait pas assez. Donc, autant que sur choux et pommes de terre, nous avons de très mauvais résultats sur le rendement. Sur
sur courge et carottes, selon des années, nous avons réussi d'avoir autant ou un peu moins de rendement que sur le système de référence. Ici, se sont présentées les moyennes, mais il y a des années, comme par exemple pour les carottes, où les conditions climatiques sont tous réunies, les résultats étaient beaucoup mieux, presque aussi bons que ceux de référence. Ou pour courge, les premières quelques années, nous avons eu un bon résultat qui est décliné et qui est diminué avec l'installation des vivaces au fur et à mesure du temps et le tassement du sol. Euh, Tu donc, voulais ajouter quelque chose? non, c'est bon, merci. Du coup, je vais apporter des compléments avec ce qu'on a observé sur les fermes ayant mis en place, ces systèmes de culture en travail du sol très limités. Dans ces conditions, on note une amélioration des conditions de travail avec une, moindre charge du travail, moins de pics de travail, au cours de l'année et une charge mentale et une pénibilité qui diminue également. Au niveau des rendements, les maraîchers ont observé des rendements qui étaient équivalents à leur historique, donc pas de dégradation, niveau, résultat technique. Par contre, ils s'accordent à dire que sur ces systèmes qu'on qualifie souvent de maraîchage sur sol vivant, il y a des difficultés en plus, par rapport au maraîchage classique et c'est bien d'avoir de l'expérience pour transitionner. En particulier, il faut s'assurer d'avoir une bonne structure du sol au départ, s'adapter à ces conditions pédoclimatiques et surtout ne pas être dogmatique, sur le non-travail. À savoir, il faut s'autoriser, des interventions si le sol, ne réagit pas bien, à la transition en non-travail du sol. Ça pose également des questions sur la précocité d'implantation avec, plus de difficultés à maîtriser les légumes, primeurs, par exemple, car le sol se réchauffe moins vite. Je repasse la parole, à Andrea pour le deuxième système de culture. Je juste rajoute à l'observation de producteurs que sur la station, nous avons mesuré la température de sol. Donc, on a constaté, surtout sur pommes de terre, une très grosse différence entre 3 et 5 degrés de différence sur le réchauffement du sol, le début de culture qui occasionnait un retard significatif dans la culture. Et par exemple, sur oignon, tout au long de la saison de culture, 1 à 2 degrés de différence en moins pour le non-travail du sol. Donc sur le travail du sol limité et un apport vert, avec les apports verts, les indicateurs de fertilité sont très proches de ceux de la référence. La stabilité structurelle restait, on n'a pas vraiment amélioré ni les matières organiques et les biomasses microbiennes. Par contre, il faut noter que dès le départ, on avait, un bon niveau, donc on n'était pas dans des conditions très mauvaises, au niveau de structure du sol. On a augmenté par contre, les matières, en potasse, kalium, magnésium et calcium. Les rendements étaient équivalents, mais je vais revenir, plus tard avec le graphe et au niveau du travail, au niveau du temps de travail, heu, il n'y a pas de différence significative non plus entre ce système et le système de référence. Par contre, les répartitions, encore une fois, c'est différent. Le temps de travail du sol est moindre. Par contre, il y a plus de passages de même outil pour arriver au même, ou les résultats proches de ceux de travail de sol de référence, mais on a moins de temps d'attelage et bien sûr, le temps de changement de machine qui joue. On a plus de temps pour, la fertilisation avec les apports verts qui est beaucoup plus difficile à enfouir avec, un outil aidant. Donc on augmente, considérablement le temps de travail de sur cet acte et le désherbage manuel aussi est un peu plus augmenté, un peu plus, présent que dans le système de référent, car avec le travail réduit, on n'arrive pas à travailler aussi finement et aussi bien, le sol. La mise en place de
paillage est beaucoup moins bonne qualité, donc le binage est moins possible et moins propre. Donc on est obligé d'intervenir manuellement. Pour le rendement, nous avons des résultats très similaires, équivalents presque en chou. Donc cette culture-là, il est tout à fait possible de conduire avec ce travail du sol et ce façon, sans perte de rendement. On avait même un meilleur résultat en courge, avec le fertilisant, avec l'herbe fraîche. Nous avons réussi d'augmenter le rendement. Par contre, en carottes et en pommes de terre, les itinéraires techniques choisis n'étaient pas très favorables pour le rendement. En pommes de terre, c'est surtout le réchauffement du sol qui jouait. On a constaté chaque année au moins 2 semaines de retard sur le développement des plantes à cause de température. Et en carottes, c'était à cause de faux semis choisis qui retardaient le semis jusqu'à mi-juin. Donc la culture n'avait pas le temps assez pour se développer et aussi, selon de l'année, il se tombait sur les périodes moins riches en pluie. Il faut savoir que sous la station, nous n'avons pas d'irrigation planchon. Et au niveau des fermes participantes, ces systèmes avec travail du sol limité et apport de biomasse fraîche confirment un intérêt agronomique. Comme on le montrait en station, la fourniture potentielle d'azote permis par ce système était proche de la référence. Donc on voit que ça se passe bien également au niveau des fermes. Par contre, c'est au niveau de la charge de travail, et de la pénibilité que c'est un peu plus compliqué à gérer. Ça amène, plus de travail à des périodes de l'année qui sont déjà chargées avec, le calage des chantiers de fauche et d'épandage qui arrivent, courant mai-juin. Il faut savoir que c'est, un fait qui peut être bien vécu par, les maraîchers s'il est anticipé. Il y en a par exemple qui font appel à des ETA pour, faire les chantiers de fauche et d'épandage à leur place. Mais dans ce cas-là, c'est le stade de fauche qui peut, être compromis et pas complètement optimal, car, comme ce sont souvent des petits chantiers, ils sont non prioritaires, auprès des ETA. Au niveau de la mise en place et de la faisabilité, ça pose, la question des équipements, mais surtout des besoins en surface, dédiés à la production, de la biomasse, à apporter et aussi comment on peut entretenir la fertilité de la prairie sur le long terme. On sait qu'en fonction du ratio, légumineuses et graminées, ça peut permettre, de répondre partiellement sur l'azote, mais ça pose toujours cette question sur les prélèvements de phosphore et potassium sur le long terme. Donc, est-ce que le problème, de la fertilité va pas finalement être, déplacé à un autre endroit de la ferme? Et on va faire, désormais un zoom sur, ce qu'on a observé, concernant la santé des plantes et l'impact, des pratiques. Je laisse la parole à Andrea. Donc nous n'avons pas pu montrer un effet statistique sur les différentes pratiques sur le système ou sur les pressions des maladies ravageurs ou l'adventice, car l'observation était difficile sur une culture qui n'était pas le même stade ou le même développement que les autres. Donc, la seule chose qu'on peut tirer comme conclusion que sur le système, dans le système où il y a beaucoup de paillage, la limace cause vraiment un problème et la présence de limaces s'est vraiment augmentée. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et sur les fermes, bah, on fait le même constat, donc à savoir que les maraîchers n'ont pas eu de gros problèmes de maladies ou de ravageurs, avec l'introduction des pratiques, innovantes. Les variations qu'on observe sont surtout dues au contexte, pédoclimatique finalement.
Et toujours le même problème, donc limiter le travail du sol et apporter, des paillages ou des fertilisants végétaux, ça crée une plus forte pression sur les mollusques. À noter qu'on a un maraîcher qui a témoigné que selon lui, cette pression s'était stabilisée au cours de l'année. Même si au début, il a dû, apporter beaucoup d'antilimaces, au bout de 5 ans, son système, aurait retrouvé un certain équilibre sur les mollusques. Maintenant, je vais revenir sur, quelques retours généraux sur, l'appréciation des maraîchers, quant à leurs résultats sur, les systèmes testés. Au niveau de la qualité du sol, du coup qui était, l'un des objectifs premiers de Persist, on remarquera que la grande majorité, du coup en bleu canard là, la grande majorité des maraîchers estimaient que la qualité de leur sol s'était trouvée, améliorée. On en a aussi beaucoup qui ont une qualité équivalente à leur historique et quelques mécontents, mais c'est pas du tout la majorité des maraîchers, qui ont expérimenté des systèmes. Quant au rendement, on comme je le disais, la plupart du temps, les rendements étaient équivalents à leur historique. Il y a quand même pas mal de maraîchers, qui ont observé des rendements moindres sur, certains systèmes sur certaines cultures qui étaient moins maîtrisées avec, les pratiques innovantes. Et puis quelques maraîchers ont observé aussi des rendements, supérieurs. Et au niveau de la satisfaction globale quant au système de culture, testé, on a une majorité de maraîchers qui étaient, partiellement satisfaits de leur système et une grande partie des maraîchers qui étaient complètement satisfaits de leur système et qui souhaitaient le généraliser à toutes leurs fermes. Donc les systèmes de culture, testés dans le cadre de Persist, que ce soit en apport vert, en non-travail du sol ou sur d'autres pratiques, ont, de bonnes perspectives, de transférabilité sur les fermes. À l'avenir, pour aller plus loin dans la suite de cet essai, vous aurez remarqué qu'on vous a pas trop parlé des performances, économiques des systèmes. Le dispositif expérimental ne permettait pas forcément d'aller, jusqu'au coût de production, à l'impact de la mise en place des leviers innovants sur la rentabilité et sur les coûts de production. Donc ce serait quelque chose qui ça vaudrait le coup d'être évalué plus finement. Et donc, au niveau du réseau, on souhaite poursuivre, les recherches, en agronomie et sur la santé des plantes et des projets ont été, déposés en ce sens, pour continuer là-dessus, dès 2025. On vous remercie pour votre attention, à savoir que toutes les ressources du projet seront disponibles sur la page, Écophytopique de Persist Maraîchage. Si vous voulez en savoir plus, on organise aussi une journée technique, mercredi la semaine prochaine, dans le Morbihan, à Lauzac, où vous pourrez profiter de plus de témoignages, de maraîchers et d'animations autour, des systèmes Persist. Et puis n'hésitez pas à rester en veille car des vidéos et des podcasts sont à venir pour, la fin de l'année et début d'année prochaine. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a quelques questions un peu sur la méthodologie, on va dire, notamment de Manon d'Agribio06. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si jamais il y a besoin pour préciser vos questions. Donc, Manon s'interrogeait sur l'évaluation, sur la matière organique et la biomasse microbienne. Sur quels indicateurs de terrain vous êtes basé pour ces deux grands critères? Du coup, c'est des analyses de laboratoire, qui ont été faites avec, Célesta Lab. Donc en début d'essai et en fin d'essai, il y a, le fractionnement de la matière organique qui a été fait et en dehors de ça, toutes les années, il y avait, la teneur en matière organique, la biomasse microbienne et
les indices de minéralisation de l'azote et du carbone qui étaient suivis. Ok. Et il y avait une question un petit peu proche d'Alexis Ledru. Est-ce qu'il y a eu aussi des indicateurs, enfin, pour évaluer la qualité des sols, est-ce qu'il y a eu aussi des suivis relatifs à l'indice de battance ou à la porosité du sol? Plus du coup sur la fertilité physique du sol. Pour suivre la fertilité physique, c'était des tests Bech de type drop test qui ont été faits, avec une échelle de notation qui va de 0 à 30, il me semble, et qui reprend différents critères qui sont observés. Donc la porosité est observée, par contre, la battance, pas tellement. Enfin, le protocole du drop test permet pas, selon nous, de l'évaluer correctement. On a d'ailleurs le même problème au niveau du tassement du sol qui est difficile de temporiser correctement avec le drop test. Ok. Merci. Pour revenir sur l'azote, l'évaluation de l'azote, donc Manon d'Agripio06 se demande aussi à quelle fréquence ont été réalisés les relevés azotés et à quelle saison. Du coup, si on prend l'indice de minéralisation de l'azote et les fournitures potentielles d'azote, c'est des mesures qui sont faites en laboratoire. Donc, c'était en même temps que l'envoi à Celestia Lab des échantillons, sortis hiver, autour du 20 mars en général. Et en dehors de ça, il y avait eu des suivis de la teneur en azote du sol avec des nitrates chèques à la plantation. Enfin, en sortie en hiver, à la plantation et puis en cours de culture. Et donc, voilà, les résultats de nitrate check peuvent être assez difficiles à interpréter, mais ce qu'on a observé globalement en station, c'est que, sur le système de culture en non-travail du sol, ces teneurs en azote avaient tendance à être, un peu plus faibles que sur les 2 autres systèmes. Ok, merci. Après, si on passe plutôt sur les itinéraires techniques, en termes d'irrigation, donc Esther Guillot de l'INRAE se demande quelle était la règle de décision de pilotage de l'irrigation. Donc, j'imagine la question concerne plutôt les suivis en ferme. Est-ce qu'il y avait des mêmes quantités pour tout le monde? Est-ce que chacun pilotait un peu selon ses besoins? Et sur quels indicateurs c'était basé voilà, pour piloter l'irrigation? Je vais pouvoir répondre pour les fermes et ensuite je laisserai Andrea compléter pour la station. Sur les fermes, il me semble que le levier irrigation n'a pas été, mobilisé dans le cadre des objectifs, du projet. Donc il y a pas de suivi particulier qui a été fait, il me semble. Sur la station, nous n'avons pas des irrigations planchantes, donc les règles de décision ne concernaient que des semis de carottes qui étaient sur le non-travail du sol, semés dans une mulch, dans une épaisse mulch de compost, de déchets végétaux, qui est très séchant et justement les premières 2 centimètres qui sèchent le plus vite et où se trouvent les graines de carottes. Donc les règles de décision étaient de ne pas laisser, sécher cette surface. Donc on a, avec un tourneau, à ramener de l'eau, à irriguer 2 fois par, jour tant que ça n'a pas levé. Cette, technique, les premières, années, était plutôt bien marché. En plus, avec la pluie qui arrivait, le bon moment de semis et les années d'après, vu le temps que ça prenait, nous avons changé les itinéraires techniques en concertation avec le producteur, pour un semis sur un mulch, humide, bâchage avec un bâche ensilage et enlever la bâche, quand les conditions météorologiques sont favorables, donc humide ou quand les graines sont levées. Donc le levier de l'irrigation n'était pas non plus, un levier, suivi, car on n'a pas d'outils. Ouais. Ok, très bien. Et en termes d'apport en verre
sur les cultures. Alors, du coup, il y a des broyats qui ont été apportés à raison de 250 tonnes hectares. Quelles ont été les observations agronomiques concernant notamment l'azote? Donc, dans les cas de ces quantités de broyats. Et Une question. du coup, c'est ce que j'évoquais au niveau des mesures de nitrate check sur le système avec les apports carbonés massifs. Elles tendaient à être globalement plus faibles que sur les deux autres systèmes de culture tout au long de l'année. Et en termes de la fourniture potentielle d'azote, on était sur des valeurs supérieures. Mais dans la mesure où c'est un potentiel, on ne sait pas comment ça s'est passé dans la réalité. Surtout que, comme le réchauffement du sol est moindre, on ne sait pas si l'azote a bel et bien été libéré ou non. On n'a pas réalisé les mesures qui permettraient de le savoir. Ok. Du coup, il y a une dernière question d'Alexis Ledru sur les couverts. Qu'est-ce qui a été utilisé comme couvert? Quel type? Graminées, crucifères? Et du coup, comment vous avez géré les résidus sur chaque système? Voilà, deux petites questions sur la question Ok. des couverts et Donc, résidus. chaque système et chaque légume avait sa mélange de couverts végétal, donc c'est un peu difficile à répondre comme ça. Certaines, surtout sur le non-travail du sol, les producteurs ont souhaité multiplier les espèces. Donc parfois, on est allé jusqu'à un mélange de 7 espèces dans les couverts et il y avait des crucifères aussi dedans, céréales crucifères parfois. Parfois, c'était juste un céréale. Euh, euh, Après, pour les gestions, c'était le plus difficile, c'était sur le non-travail des sols, c'était juste un broyage avec un broyeur à marteau sur place, en fait. Et donc, ça laisse des résidus qui étaient difficiles à gérer et qui laissaient parfois justement de difficultés pour l'implantation derrière. Hmm. Ok, ok. Et du coup, chez les producteurs, les couverts et la composition des couverts, c'est la même chose, chacun faisait en fonction de ses possibilités, ou est-ce qu'il y avait un peu un ordre, euh, des demandes de choses similaires? En fait, au niveau des producteurs, les modalités employées étaient sur le même type de levier, donc le levier couvert, le levier de fertilisation innovante, et sur le travail du sol, mais ils étaient libres de mettre en place les modalités qu'ils souhaitaient. Donc il n'y a pas forcément d'obligation ni de D'activité. répétition expérimentale sur les fermes participantes. Je ne sais pas si ça répond à la Ok, question. si, si, si. Très bien. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, on a fait le tour des questions qui étaient posées sur le chat. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même à prendre la parole de vive voix si besoin. Oui, bonjour. Du Oui, coup, vous m'entendez? oui. Bonjour, Manon d'Agribusiness aussi, je vais essayer d'activer ma caméra, ça fait un peu plus humain. Voilà, bonjour. Du coup, sur la question sur la teneur en matière organique et sur la biomasse microbienne, vous disiez que vous passiez par des analyses de Celesta Lab et que vous faisiez également du coup des relevés terrain. Ouais. Et donc du coup, en fait, si on va plus dans le détail, comment vous faites pour faire ces relevés-là, quoi? Alors, ce qui peut toucher de près ou de loin à la matière organique et la biomasse microbienne, en dehors des analyses Célesta, c'était les analyses de type Érodi qui ont été faites en première année et en dernière année. Donc là, ça apporte une précision particulièrement sur la matière organique. L'analyse Érodi a montré que sur le système avec apport carboné massif, on avait une augmentation de la matière organique
très stable, voire bloqué. Donc, je suis pas familière avec ce système-là, mais ce qu'on appelle les NINI. Donc la matière organique qui est ni minéralisée, ni humifiée. Et en dehors de ça, pour la biomasse microbienne, on sait qu'en Bretagne, on n'a pas d'argile, enfin on n'a pas d'argile minéralogique. Donc les tests, Slack test, qui évaluent la résistance des mottes à la réhumectation permettent, aussi de déduire un peu, cette activité, microbienne. Donc les mottes en système de culture, 2 avaient une bien meilleure tenue que sur, avaient une meilleure tenue que sur le système, pardon, j'ai dit le système 2. Le système apport carboné massif avait une bien meilleure tenue que sur le système apport vert et le système témoin. Donc on peut, imaginer que là, quand même, la biomasse microbienne, était, bien plus active avec, plus de formation de colle microbienne, au niveau de la structure du sol. Donc c'était principalement ça, les 2 suivis vraiment, de terrain, en dehors des analyses, de laboratoire. Merci. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question? Je vois qu'il y avait une question sur, l'évaluation des conditions de travail, Ah avec oui, les agriculteurs. tout à fait, oui. Du coup, ça, c'était suivi, plus par notre, partenaire, Kevin Morel de l'INRAE, qui était particulièrement, spécialisé sur ces questions, socio-économiques, puisqu'il a beaucoup travaillé, sur ce sujet-là en micro-ferme pour sa thèse. Donc il nous a appuyés pour créer un protocole de suivi, qui consistait principalement en des entretiens. Donc il y a eu un entretien, au lancement du projet, des entretiens étaient, d'évaluer, l'atteinte ou non des objectifs, des producteurs, chaque année. Donc là, on avait plusieurs critères qui étaient suivis et l'agriculteur était invité à dire si, il avait observé une amélioration, une stagnation ou une détérioration du critère. Je vais vous en donner quelques-uns en vrac, mais il y a du coup, la pénibilité physique, la charge de travail, les pics de travail, le stress, la complexité de gestion, et les pressions en ravageurs, en maladies, en adventices, par exemple. Il y avait aussi la rentabilité économique, qui était évaluée par ce biais-là. Et en plus de ces bilans, annuels, il y avait aussi, un entretien, de fin de projet qui reprenait, tous ces critères, mais, avec, des questions supplémentaires que je n'ai plus en tête, pour approfondir vraiment ce bilan, socio-économique, sur les 5 années, d'expérimentation. Donc on est sur vraiment de la donnée qualitative, l'intervention de Kevin Morel de l'INRAE a vraiment été très importante pour nous aider, pour nous faire, l'analyse, statistique, sur ces données-là. OK et bah, très bien, merci. Donc comme vous le disiez, il y a les ressources qui sont disponibles, sur le portail Ecophytopic et il y a également d'autres ressources qui vont venir compléter ça. C'est ça, Vous oui, en confirmez? les pages sont encore en cours de construction, donc il y aura toutes les ressources. On va aussi publier les règles de décision des différents systèmes en station et les liens vers les vidéos, les podcasts seront aussi disponibles sur Ecophytopic. OK, très bien, donc à surveiller donc. Et puis quant à le replay d'aujourd'hui, si besoin, vous pourrez les retrouver sur, la page des Biothéma, sur le site du pôle Biomassif Central avec les replays des autres, webinaires Biothéma, qui ont eu lieu jusqu'à présent. Bah, écoutez Clémentine, Andrea, je vous remercie pour cette intervention. Merci aussi Merci. Merci. à vous tous qui êtes, venus participer et poser vos questions et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.